Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire un point sur ma pratique du dessin de modèles vivants et ce que ça m'a apporté. On approche bientôt la fin de l'année, je pense qu'il me reste 2 ou 3 semaines de cours maximum et je trouvais que le temps était venu pour moi de faire déjà un petit bilan après 6 petits mois, même pas, de février à juin, de cours de modèles vivants une fois par semaine. Je vous avais fait une première vidéo dans laquelle je vous partageais mes premiers pas et mes premières réflexions à ce sujet. Si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vue, je la remettrai dans le petit i, sous là. La vidéo d'aujourd'hui va être l'occasion bien évidemment de vous montrer mes dessins et ma progression. Avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. C'est parti pour la vidéo. J'ai donc commencé les cours de modèles vivants au mois de février de cette année de 2023. Et au début c'était vraiment très difficile pour moi. Je l'avais déjà mentionné dans la précédente vidéo, mais les premières fois j'avais vraiment l'impression de n'avoir jamais dessiné de ma vie et de ne pas savoir dessiner. Les premières séances, j'étais vraiment très accrochée à la théorie que je connaissais, que j'avais étudiée avec du gesture drawing, avec la très bonne chaîne de Proko, je pense que je l'avais déjà mentionné. Et j'étais très accrochée à ça quand je voyais le modèle en vrai devant moi. J'avais vraiment ce besoin de venir essayer de dessiner ce que je pensais connaître plutôt que ce que je voyais réellement. Et donc très vite je me suis rendu compte à quel point j'avais des lacunes en anatomie humaine, bien que j'ai des connaissances théoriques en tête. Je n'ai pas assez pratiqué le dessin d'anatomie, je n'ai pas assez pratiqué le gesture drawing, je n'ai pas assez pratiqué le dessin, vous savez, de robots ou de beans. Je vous mettrai des exemples de ce dont je parle ici à l'écran. Je n'ai pas assez pratiqué la décomposition simple des formes du corps humain. Et ce qui fait que je voulais absolument essayer de dessiner ça sur ma feuille plutôt que ce que je voyais réellement devant moi. On commence toujours par des exercices pour s'entraîner. Ici c'était une étude d'après le travail de Rick Waters. Ici des exercices pour activer le cerveau droit, à savoir se concentrer sur l'intérieur des lignes de notre main, que je trouve toujours très intéressant à réaliser. Et ici il s'agissait de mes premières séances de modèles vivants. Voilà en 15 minutes ce que je pouvais faire au début, ce qui est vraiment pas terrible du tout. Un autoportrait. Mes propres essais au café, à la sanguine. Et au fur et à mesure, j'ai appris à lâcher prise sur ça et à dessiner ce que je voyais, à faire confiance à mon œil et à ma main, et donc vraiment à me concentrer sur ce qui était présent devant moi, sur le modèle qui se tenait là devant moi, et à essayer de dessiner ce que je voyais plutôt que ce que je pensais savoir et connaître de la théorie. Bien sûr, je m'aide toujours de certains repères anatomiques dont je suis certaine, je les place sur ma feuille et puis je vais dessiner à partir de là
avec vraiment ce que je vois devant moi, avec le modèle qui est là, plutôt que vraiment avec la théorie que je pense connaître, que je pense maîtriser, alors que ce n'est absolument pas le cas. Je me suis donc acheté le livre d'Andrew Loomis, Figure Drawing for What It's Worth, et je le trouve évidemment très bien fait, très complet, peut-être même trop complet, mais voilà, ça m'a vraiment donné envie de me pencher sur le sujet et de m'allouer du temps pour travailler le squelette, pour travailler les formes simplifiées, pour vraiment travailler mon dessin d'anatomie, pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise et être ensuite capable de représenter plus rapidement le modèle vivant, mais également être capable de dessiner d'imagination des personnages qui vont être réalistes dans leur pose, dans leur attitude, dans leur anatomie également. Ensuite, quand j'ai commencé à lâcher prise là-dessus, sur cette théorie que je pensais connaître, j'ai commencé à beaucoup plus me concentrer sur ce que je voyais, sur le modèle qui était présent devant moi. Et là, je me suis rendu compte d'un phénomène assez rigolo. J'ai remarqué que j'avais tendance premièrement à dessiner les têtes, les mains et les pieds beaucoup plus gros que ce qu'ils ne sont. Les mains et les pieds consciemment, parce que par exemple c'est quelque chose que fait beaucoup Loïch dans ses dessins et je trouve ça très esthétique et très joli. Donc c'est quelque chose que j'essaye d'implémenter dans mes dessins également. En revanche, je me suis rendu compte que je dessinais la tête mais de manière hyper disproportionnée par rapport à la réalité. Et d'autant plus quand j'étais très concentrée sur la tête, ça a pu se traduire aussi sur d'autres parties du corps. Quand je me concentrais vraiment sur une partie de mon dessin et donc une partie du corps de la personne que j'ai en face de moi, j'avais vraiment tendance à dessiner cette partie beaucoup trop grosse, beaucoup trop grande par rapport à la globalité de la silhouette, et j'avais donc tendance à me concentrer sur les détails et les différentes zones et à perdre l'image globale de mon dessin et donc les proportions justes et globales de la personne. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué au bout de quelques semaines de pratique du modèle vivant et donc du dessin d'observation, et que j'ai essayé de corriger au fur et à mesure et que j'essaye d'ailleurs toujours de corriger. Voilà, par exemple, je parlais des têtes beaucoup trop grandes. Ici, la tête est gigantesque. Ici, on nous avait demandé de dessiner le squelette, d'imaginer le squelette. Résultat, j'ai dessiné des extraterrestres. Ici, on peut constater une immense disproportion entre le haut de son corps et le bas de son corps. Ici aussi, on a vraiment quelque chose de très disproportionné, que je trouve par ailleurs très intéressant pour peut-être donner un certain sentiment d'étrangeté, et donc que je pourrais réutiliser dans des pièces personnelles. Sans surprise, j'ai très vite remarqué que la perspective et moi, ça fait deux. J'ai encore vraiment du mal avec la perspective, même si je connais la théorie, c'est pareil, hein. La théorie, j'en ai mangé, j'ai déjà fait des exercices évidemment de perspective et tout ce qu'on veut, mais c'est quelque chose que j'ai encore du mal à implanter correctement dans mes dessins. C'est plus facile dans des dessins d'imagination ou des études d'après-photo parce que je peux vraiment prendre le temps. Mais bien sûr, lors des sessions de modèle vivant, je n'ai pas le temps de commencer à dessiner une grille de perspective. Et donc, il y a certaines positions, certains raccourcis, voilà, certaines perspectives qui sont complètement éclatées.
Mais voilà, ça m'a permis de me rendre compte que la perspective pour moi c'est loin d'être intuitif. Bien sûr je le savais déjà, mais ça m'a quand même permis de travailler mon œil à ce niveau-là et d'être plus attentive à la perspective sur le corps humain. Et donc au fur et à mesure des séances, je travaille mon œil et j'essaye de réfléchir vraiment beaucoup plus consciemment à ce que je vois et à comment le corps est placé dans l'espace et comment ça se traduit en termes de volume et de perspective. Quelque chose qui est arrivé finalement assez vite lors de ma pratique du modèle vivant, et je pense que c'est assez flagrant quand on reprend mes premiers dessins et les derniers, c'est que j'ai vraiment appris à dessiner plus vite et à complètement lâcher prise sur le résultat. Au début, quand la prof disait qu'on allait avoir que 1 minute pour dessiner le modèle, j'étais vraiment en panique. Même 5 minutes, ça me paraissait très peu et j'avais tendance à dessiner comme ça frénétiquement, à ne pas savoir quoi faire. Et puis au fur et à mesure des séances, en fait, on s'habitue à ces timings et on va quand même créer certains schémas, certains automatismes, et ça m'a vraiment permis de me lâcher plus, de dessiner plus vite et d'oser expérimenter. Ici on est au mois d'avril, en 15 minutes j'ai pu faire tout ça. Alors qu'au tout début, voilà, j'avais fait qu'une portion du corps en 15 minutes. Ici, ce sont tous des dessins d'1 minute. C'est vraiment pas terrible, mais on peut reconnaître déjà certaines poses, ce que je trouve déjà bien. On a également fait des exercices de décomposition de mouvement, que je trouve très intéressant également à faire. Pas évident, mais très intéressant. Ici, encore une tête énorme, un cou énorme comparé au bas du corps. Je pense que l'expérimentation, ça a vraiment été la clé, et aussi le fait de m'ouvrir aux exercices parfois absurdes à mon sens que la prof nous proposait. Au départ, j'étais complètement bousculée dans mes croyances, dans ma pratique du dessin. Et ça m'a vraiment ouvert des portes et des possibilités. Exemple d'exercice que je considérais absurde, elle nous a fait dessiner de la main gauche, enfin en tout cas de notre main non dominante, moi je suis droitière donc de la main gauche, nous a fait dessiner en fermant les yeux, elle nous a fait dessiner en ne levant pas la main et en faisant une seule ligne en 1 minute sans lever le bic de la feuille. Je trouvais ça très intéressant. Ici, 1 minute à la main gauche, je le trouve très intéressant aussi dans sa globalité. Tous ces exercices m'ont vraiment bousculée, et au départ je ne comprenais absolument pas pourquoi on nous faisait faire ça. Pour moi c'était vraiment du gâchis de temps. Et en fait je me suis rendu compte que ces exercices, qui sont du coup beaucoup moins contrôlés, beaucoup plus spontanés, vont amener des choses très intéressantes, des lignes plus graphiques, plus fluides, plus spontanées. Parfois on va pouvoir avoir une pose qui va vraiment être là, l'attitude du modèle qui va être placée en 30 secondes avec juste une ligne, et on va avoir une vie et une spontanéité qui est beaucoup plus présente et beaucoup plus brute et beaucoup plus intéressante que si on avait passé beaucoup plus de temps sur le dessin, où on allait vraiment perdre cette fraîcheur et cette spontanéité. Et en fait, ces exercices-là m'ont vraiment permis et me permettent encore de me libérer
de tout jugement, de me libérer d'une attente de résultats, de me libérer du perfectionnisme et m'ont vraiment ouvert la voie de l'expérimentation. J'ai moins peur de dessiner tout et n'importe quoi. Plus ça va et plus je me rends compte que je l'ai déjà dit plein de fois, mais je ne dessine pas assez et surtout je ne dessine pas assez d'observation. Et du coup maintenant, depuis quelques semaines, j'ai pris le pas de dessiner beaucoup plus, tout et n'importe quoi. Mon environnement, mon intérieur, vraiment des objets, enfin des choses qui peuvent sembler banales et inutiles, mais ça permet d'entretenir le dessin, ça permet vraiment de s'entraîner et ça permet voilà, d'expérimenter, de ne plus avoir peur. Et j'ai également moins peur de montrer mes dessins, de montrer mes croquis, de montrer les choses qui ne sont pas abouties et peuvent paraître moches, mais en fait c'est pas parce qu'elles ne sont pas abouties et qu'elles peuvent paraître moches, qu'elles ne sont pas intéressantes. Et ça, je l'ai vraiment compris grâce aux exercices et à la confrontation, au dialogue avec notre prof et également avec les autres élèves et le travail des autres élèves. Je pense que ouais, ça m'a vraiment permis de dédramatiser l'approche du dessin, de dédramatiser le fait de dessiner. Où j'ai expérimenté avec les techniques, j'ai expérimenté avec les couleurs, j'ai expérimenté avec les lignes. Je me rappelle d'une séance où elle nous a fait dessiner à l'encre de Chine avec une sorte de pic à brochette et j'ai adoré et je pense que c'est quelque chose que je vais continuer à faire même dans mes carnets de croquis. J'ai adoré le rendu qu'on pouvait avoir avec cet outil et les sensations qu'on avait. Elle m'a vraiment ouvert des perspectives nouvelles et un œil neuf sur ma pratique du dessin qui est, et de la peinture en fait, qui est toujours très canalisée, très rigide, très cantonnée, où j'ai toujours de hautes idées de ce que devrait être un dessin, de ce que devrait être une peinture, où je suis toujours dans la recherche constante de perfection. Quoi que ça veuille dire, je sais que ça n'existe pas et que je suis loin, mais loin d'être la meilleure dessinatrice et la meilleure peintre. Et je suis quand même toujours bloquée par ça dans mon dessin et dans ma pratique de la peinture. Et vraiment, ces cours m'ont permis d'apprendre à lâcher du lest par rapport à ça. Alors, je crois que c'est le 5e point que je vais aborder pour cette vidéo et c'est une chose extrêmement importante que la pratique du dessin de modèle vivant m'a apprise, c'est l'observation. Comme je le disais un peu plus tôt au début, quand j'ai commencé à apprendre à dessiner plus vite, j'étais vraiment toujours dans ce rush, dans cette vitesse. J'avais peur de ne pas avoir le temps d'arriver à tout dessiner. Je partais vraiment dans tous les sens. Dès que on disait top, vous avez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, je posais frénétiquement mon crayon sur le papier et puis j'y allais dans tous les sens. Et j'avais vraiment une frénésie comme ça et où il fallait absolument poser quelque chose sur le papier et y arriver et dessiner. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que l'observation était très importante et je m'en suis rendu compte bien sûr grâce à la prof, mais aussi grâce au travail d'une élève qui est, qui est avec moi au cours et qui, elle, dessine extrêmement lentement, prend beaucoup de temps pour faire une petite partie de dessin. Elle a d'ailleurs du mal à faire les pauses complètement, même sur des très longues pauses. En revanche, son trait, ses dessins sont assez justes. Il n'y a pas de recherche comme il peut y avoir sur mes dessins de où placer les lignes, comment placer les choses. Il n'y a pas de frénésie. Quand elle pose quelque chose sur le papier, c'est juste en fait. Et donc c'est quelque chose que j'apprends encore à faire, c'est d'observer plus avant de me mettre à dessiner, même si la pause est courte, même si on a une pause d'1 minute, mais prendre même 20 secondes sur 1 minute pour bien regarder le modèle, pour bien l'observer, pour bien arriver à circonscrire le corps dans une forme générale, la poser sur le papier et puis
venir détailler au fur et à mesure, mais avoir les éléments du corps qui soient cohérents les uns par rapport aux autres en fonction de la position. Réfléchir vraiment à la position du modèle, essayer de percevoir, de comprendre comment le squelette en dessous est positionné, observer correctement les raccourcis pour arriver à les rendre le plus justement possible. Comme je disais, passer du temps sur la perspective pour justement, moi qui ai du mal avec ça, également arriver à la rendre de la manière la plus fidèle possible à la réalité. Et ça m'a vraiment appris en fait à me poser, à réfléchir plus avant d'agir. Je pense que c'est quelque chose qui est dans ma personnalité, c'est d'agir avant de réfléchir. Et là vraiment ce cours, le fait d'avoir compris que l'observation est super importante, ça m'aide vraiment à ça m'aide à me calmer et ça m'aide aussi à me concentrer et à arriver plus vite dans cette zone où on est bien pour dessiner. Ici on arrive au mois d'avril, j'aime beaucoup cette double page où on dirait qu'on peut coller n'importe quel visage à ce cœur, je sais pas, ça me fait délirer. J'ai aussi remarqué que le fait de sortir de chez moi, d'aller au cours et donc de créer cette habitude, une même habitude dans un même lieu, j'arrive plus facilement à me concentrer quand je suis au cours de modèle vivant. Dès que je rentre, on va toujours commencer par des exercices qui ne sont pas du modèle vivant, voire une demi-heure plus ou moins pour se mettre en marche, pour commencer à dessiner, pour relâcher la pression de la journée, etc. Et une fois que le modèle arrive et qu'on commence, j'arrive beaucoup plus facilement à me concentrer sur le dessin et à être dans cet état de concentration et de calme. Et ça, voilà, je pense que c'est grâce à l'habitude qui a été créée en allant à ce cours et également au fait d'observer, d'apprendre à mieux respirer, d'apprendre à me reconnecter un peu à mon corps. Notre prof parle souvent du corps et du fait que dessiner ou peindre c'est une activité physique. Moi c'est vrai que j'ai tendance à voir ça comme une activité mentale, juste mentale. Et en fait il n'en est rien, on utilise notre corps et elle nous a vraiment... Moi, elle m'a vraiment fait réaliser à quel point je peux parfois être dissociée corps et esprit. Et elle m'a permis de remettre un peu de sensations et de mouvements dans mon corps. Elle nous fait dessiner assis, debout, par terre. Enfin, vraiment, on expérimente différentes choses. Elle parle beaucoup du corps, ce qui pour moi est très bénéfique. Évidemment, j'ai trouvé très enrichissant d'avoir un regard extérieur, donc plus particulièrement celui de la prof, sur mon travail, sur mes dessins, puisque étant autodidacte et travaillant toute seule dans mon coin la plupart du temps, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup l'occasion de recevoir des regards directs et des critiques en direct sur ma façon de travailler, sur ma façon de dessiner, sur ma façon de peindre. Et j'ai beaucoup apprécié cet échange avec la prof et aussi évidemment avec les autres élèves, confronter nos travaux. Ça me permet vraiment de mettre en lumière des automatismes de dessin que j'ai. Par exemple, elle m'a fait remarquer, et c'est vrai que j'ai tendance à dessiner les articulations de manière très carrée, très linéaire, très marqué, alors que ce n'est pas forcément la réalité du sujet. Par exemple, les hanches, je vais avoir tendance à les marquer fortement avec des lignes très droites, très rigides, alors qu'une hanche, ça peut être complètement rond et ça peut onduler. Et c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué avant, et peut-être que je ne l'aurais pas remarqué si eh bien, la prof ne me l'avait pas pointé du doigt. Et ça amène lieu à des discussions assez intéressantes sur est-ce que c'est quelque chose de voulu, est-ce que c'est quelque chose que je veux inclure à mon style ou pas. Et je me suis rendu compte que je marque beaucoup les articulations comme ça parce que ce sont des points de repère importants pour moi, pour le dessin. Et donc j'ai tendance à insister dessus, mais c'est pas forcément toujours le rendu que je souhaite avoir, et c'est pas forcément
un rendu qui est encore très harmonieux. Par exemple, je sais que je vais avoir tendance à marquer certaines lignes assez fortement parce que j'essaye de créer du dynamisme et du dialogue entre un côté par exemple du personnage qui va être très fluide et très onduleux et un autre côté qui va être beaucoup plus droit, beaucoup plus rigide pour créer de la dynamique, pour créer quelque chose d'organique, pour créer de l'intérêt dans le dessin. Et voilà, c'est quelque chose que j'essaye de faire mais qui n'est encore pas maîtrisé pour l'instant, mais c'est chouette d'avoir pu prendre conscience de ça et mettre des mots là-dessus et échanger avec d'autres personnes plutôt que de garder toujours ça dans ma tête et un peu parfois tourner en rond en fait, hein. Et enfin, un autre apport très important pour moi que notre prof a pu nous apporter, c'est le fait de nous forcer à dessiner parfois plus petit, parfois plus grand, d'essayer de travailler les compositions des feuilles et de faire entrer les personnages à certains endroits. Ça m'a vraiment permis de travailler mon œil et travailler mon rapport et mon sens des échelles et d'être un peu plus capable qu'avant, même si c'est encore loin d'être parfait, de pouvoir faire rentrer un personnage sur ça ou bien sur ça. Au tout début de ma pratique, j'avais du mal à positionner correctement le personnage que j'étais en train de dessiner dans l'espace de ma feuille. Souvent je le dessinais trop grand, tout ne rentrait pas, ou alors beaucoup trop petit par rapport à l'espace de la feuille que j'avais. On a beaucoup travaillé là-dessus également. Elle m'a beaucoup encouragée à essayer de travailler en plus grand, de travailler sur des feuilles A3 plutôt que A4, et ensuite de travailler en plus petit, et ça permet vraiment d'avoir plus de fluidité et de pouvoir oui, jouer plus facilement avec les différentes échelles et pas toujours être coincé dans un format 1 pour 1 quoi. Et enfin, ce cours de modèle vivant, comme je l'ai déjà dit, m'a permis d'expérimenter avec les techniques et j'ai trouvé en fait des outils qui me conviennent mieux dans certaines situations que dans d'autres. Par exemple, j'ai renoué avec des sanguines que j'avais depuis hyper longtemps et que je n'utilisais pas et que pourtant je trouve très très intéressantes pour justement dessiner en grand, dessiner rapidement, pour faire des marques sur le papier et faire émerger la forme, faire émerger le corps avec ces sanguines. J'ai également eu l'occasion de tester une technique de mix média que je trouve très intéressante et que j'ai envie de continuer à creuser sur des œuvres plus personnelles, de mélanger marqueur écoline et crayon aquarellable. J'ai renoué également beaucoup plus avec mes pastels crasses sur des grands formats. J'aime beaucoup les utiliser pour ajouter de la couleur, pour apporter du peps et du dynamisme à mes modèles vivants. Et enfin, je suis beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui va être les techniques d'ancrage, avec eh bien, les marqueurs, les bics et autres feutres et stylos. Je n'ai plus peur de les prendre et de dessiner avec, et si c'est raté, c'est raté, et si c'est réussi, eh bien ce n'est que tant mieux, mais je n'ai plus peur d'expérimenter avec ces techniques-là. J'aimerais bien explorer un peu plus et arriver à maîtriser les hachures, les rendus, les aplats, jouer correctement avec les ombres et les lumières de manière très direct avec ces techniques-là. Pour conclure, je dirais que si vous hésitiez à vous lancer dans des cours de modèles vivants ou juste des classes libres de modèles vivants, parce que ça existe aussi sans prof, mais des sessions modèles vivants, franchement, allez-y. Ça ne peut que vous apporter du concret et du positif dans votre pratique artistique. Oui, n'ayez pas peur non plus de la nudité des modèles. C'est vrai qu'au début, je m'étais un petit peu posé la question, mais sans plus. Et autant je suis à l'aise avec le corps des femmes, autant quand il s'agit d'hommes, c'est vrai que j'ai toujours besoin de 2, 3, 5 minutes d'adaptation et pour faire abstraction en fait de
de la nudité de cet homme et me concentrer sur son corps en tant que tel. Mais franchement, il ne faut pas avoir peur de ça. On n'est pas dans un cadre sexuel, on n'est pas dans un cadre érotique, on est vraiment dans un cadre académique où les participants et les modèles sont là pour dessiner, pour prendre du plaisir, pour faire de l'art, mais en aucun cas pour se juger, que ce soit la nudité du modèle ou bien les élèves entre eux, les dessins entre eux. J'aime aussi beaucoup la relation qu'on peut créer avec les modèles qui sont toujours, en tout cas souvent très curieux de venir voir les dessins de tout le monde et parfois on voit que ce qu'on a dessiné émeut le modèle ou lui fait plaisir ou trouve ce qu'on a dessiné joli d'une manière ou d'une autre, et je trouve que ça c'est toujours hyper plaisant, cette dynamique et cette relation. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura donné envie d'essayer les cours de modèle vivant. N'hésitez pas à nous faire part en commentaire de vos expériences et de vos retours par rapport à cette discipline. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!